On va conclure avec des interventions plus politiques. Je vais demander d'abord à Patrice Tillier de nous rejoindre, le directeur général d'Arcade Vive, qui devait intervenir plus tôt, du coup, on l'a réintégré dans cette table ronde. Corinne Ferré, qui est sénatrice du Calvados, qui a accepté, je la remercie, de déplacer un peu le train qu'elle avait pour rester avec nous et pallier au petit décalage horaire que nous avons commis. Et je demanderai ensuite à Luc Carvounas et Olivier Richefou de nous rejoindre. Mais d'abord, peut-être un mot, Patrice. Vous êtes directeur général d'Arcade Vive, donc est un bailleur social important. Et vous avez mis le prisme sur notamment la question de la santé. Donc peut-être en un mot, et vous avez compris que c'était en un mot, malheureusement, mais c'est à l'aune de cette matinée, comment vous voyez ce rôle d'Arcade Vive avec ce prisme santé que vous avez vous-même imprimé à la suite de Jacques Wolfrom, puisque vous succédez à Jacques Wolfrom, dont nous avons parlé à plusieurs reprises depuis ce matin. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, l'originalité du groupe Arcade Vive, c'est d'être adossé au premier groupe mutualiste de santé en France, le groupe Vive. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé depuis quelques années le concept de logement santé. Et tout ce qui a été évoqué ce matin, à la fois dans la diversité des situations, mais en même temps la diversité des solutions et la grande diversité des acteurs. La table ronde juste avant évoquait mutualisation, Mario Aston en a parlé, et M. Leclerc évoquait aussi des sujets de partage. Je crois que c'est cette architecture globale qu'il faut mettre en œuvre, et c'est ce que nous avons essayé de développer au sein de notre groupe avec la partie des mutuelles qui peuvent apporter des services de soins et d'accompagnement, et également la partie immobilière que nous portons à la fois en tant qu'opérateur, nous sommes le 4e opérateur de logement abordable en France, mais aussi en lien avec la Croix-Rouge française, puisque la Croix-Rouge française est dans notre actionnariat et que nous avons créé ensemble Croix-Rouge Habitat, qui est aussi une manière de porter le médico-social dans une structure dédiée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Axantia notamment et Enel, qui sont des acteurs spécifiques spécialisés sur le sujet. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des lieux d'expérimentation, d'expertise. Ce qu'on voit bien, c'est que quand on dit qu'il y aura des limites à toutes ces solutions qui sont tout à fait intéressantes, parce qu'on a un problème notamment économique ou peut-être réglementaire qui pourrait nous permettre de régler le problème économique, c'est que pendant que ces solutions tardent à venir, ou en tout cas dans la massification qui est nécessaire, les gens ils sont dans leur logement. Et pour beaucoup, et Makos l'a dit en introduction, ce sont des gens qui sont dans des logements sociaux, des logements abordables, ils n'ont pas d'autres solutions. Donc nous, en développant le logement santé, nous pensons que à la fois le logement est un déterminant de la santé et que nous devons accompagner nos locataires qui vont être un petit peu assignés à résidence malgré eux dans le logement abordable. Donc c'est à la fois un label de logement santé à la construction. Nous avons 6000 logements qui sont livrés ou en cours de réalisation qui relèvent de ce label, qui porte à la fois sur le bâti, mais ça j'allais dire la réglementation a beaucoup évolué dans un bon sens, donc le bâti est emporté par ceci, mais on a beaucoup entendu parler de services. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'y associer des services, à la fois des services qui sont apportés par les maisons du groupe Vive, bien entendu, les mutuelles dans le soin, l'accompagnement. Également, on l'a beaucoup évoqué ici, vous en êtes des témoignages, ce qui est apporté par les CCAS et les collectivités locales, c'est déterminant dans la réussite des services que nous devons apporter. Le monde associatif aussi qui fait beaucoup. Puis je terminerai peut-être ce propos sur le fait que nous réfléchissons aussi à... Parce que quelqu'un a dit on va avoir tendance à se resserrer sur notre cœur de métier parce que c'est celui qui est financé dans la contrainte réglementaire actuelle, certes. Nous, notre cœur de métier, on voudrait lui donner encore plus de cœur. Donc c'est ça, c'est donner plus de cœur à notre cœur de métier et de se dire, quand on réalise notre métier, avoir des extensions finalement et faire de la qualité de service augmentée en pensant aux personnes en situation de santé fragile. Alors, ça peut être les seniors, mais ça peut être les personnes en situation de handicap, et c'est aussi toutes les situations individuelles que l'on peut connaître de manière chronique ou temporaire dans sa vie.
Donc c'est à la fois une jeune mère qui revient de la maternité avec son nourrisson, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a été hospitalisé pour une problématique spécifique et qui va rentrer dans son logement et dans lequel il va y avoir des problématiques potentielles d'aggravation ou pas de sa situation par le fait que le logement ne serait pas adapté. Mais c'est le logement et la santé dans un cadre qui est ce qu'on appelle la santé commune, c'est-à-dire à la fois la santé physique et mentale du locataire, de l'habitant. Également, la santé commune, c'est-à-dire le bien-être ensemble. Donc ça renvoie à des sujets de concertation, d'ouverture à l'extérieur, d'ouverture sur le quartier, d'animation. On l'a évoqué ce matin à plusieurs reprises. Donc ça participe à la santé. Puis effectivement, ça a été évoqué en parlant de la décarbonation du parc. C'est aussi tout ce qui est autour de l'écologie, puisque finalement, l'environnement va avoir bien entendu un impact sur la santé. Donc c'est ceci qu'on embarque dans notre concept de logement santé en pensant à nos locataires qui sont dans nos logements familiaux, mais bien entendu, nous développons aussi dans le groupe Vive, à Croix-Rouge française, et dans le groupe Arcade Vive, des solutions d'hébergement collectif, comme on a évoqué ce matin, sur toute cette gamme qui est tout à fait pertinente. Merci. Oui, parce que c'est un peu la marque de fabrique de votre organisme, et donc on voulait que vous puissiez le dire devant tous les acteurs réunis ici. Corinne Ferré, vous êtes sénatrice du Calvados, je le disais, et vous avez fait un rapport parlementaire à l'automne dernier sur la place des communes et des intercommunalités face au vieillissement. Alors, sur le constat du vieillissement, on est à peu près tous au clair là-dessus. Comment, vous, pendant ce travail-là, vous avez analysé à la fois les missions des communes aujourd'hui, mais surtout les nouveaux défis ou les transformations que les communes, les intercommunalités ont à l'esprit face aux défis démographiques? Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité ce matin, enfin cette journée importante, parce que vous le disiez, vous ne devez pas revenir sur des chiffres certainement que vous avez déjà évoqués, mais la population est vieillissante et la décennie de 2020 elle a été marquée par l'explosion du nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans. Et on sait que d'ici à 2030, ce seront plus de 6 millions de Français et Françaises qui seront dans cette tranche d'âge. Alors, la délégation aux collectivités territoriales au Sénat nous a confié à mon collègue Laurent Burgoa et moi-même donc l'idée, en tout cas, de présenter, de travailler sur la question donc, du vieillissement de la population, mais surtout de l'adaptation des communes et des intercommunalités donc à ce phénomène, on pourrait le dire, même si les choses vont ainsi et qu'on ne pourra pas y revenir. Alors, nous avons travaillé donc sur cet aspect en ayant bien en tête que, parce que le Sénat est la chambre des élus, la chambre des maires et notamment rappeler que dans ce contexte, les maires donc, s'affirment véritablement comme de grands architectes de la transition démographique. L'adaptation au vieillissement concerne l'ensemble des dimensions de la vie quotidienne des seniors, vous l'avez évoqué à l'instant, et on pense aussi aux solutions et aux problématiques de mobilité, aux travaux de voirie, à l'accès aux services de proximité, à la lutte contre l'isolement et bien sûr, c'est le sujet d'aujourd'hui, à la question de l'habitat. Donc des initiatives sont prises de manière très très importante, mais effectivement très dispersée, on va dire, à l'échelle locale. Le rôle des communes et des intercommunalités doit être pleinement reconnu et conforté. C'est pourquoi nous avons proposé ces travaux et nous avons remis donc un rapport il y a quelques semaines maintenant. Le bloc communal qui s'investit de longue date au service des aînés est confronté à des défis inédits. Et les territoires, la différence des territoires, la spécificité de certains territoires, quand on est dans une commune rurale ou une commune littorale, ces territoires-là sont particulièrement marqués par la gérontocroissance, c'est un terme un peu difficile à prononcer, mais c'est un constat que l'on fait, alors avec certainement des propositions à faire pour ces territoires-là, plus en avant, en tout cas de manière plus forte que sur d'autres territoires. Je veux souligner, par exemple, parce qu'on a fait un déplacement au Sénat, la part des personnes de plus de 65 ans qui ont atteint des niveaux très élevés dans certains territoires d'outre-mer,
en Martinique notamment, plus du tiers des personnes ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc on voit dans les décennies à venir ce qu'il en sera. Les communes se sont donc affirmées comme des maillons essentiels de la prise en charge des personnes âgées, notamment parce qu'elles ont une clause de compétence générale, qu'elles connaissent mieux que quiconque leur population et les besoins de ces populations, notamment et particulièrement au travers des centres communaux d'action sociale, qui sont le relais de celles et ceux qui ont besoin non seulement d'un soutien, mais surtout d'un accompagnement spécifique. Pour autant, ces collectivités sont confrontées aussi aux lacunes des politiques nationales. La problématique de l'adaptation au logement en est un exemple tout à fait éloquent. À l'heure où 85% des Français souhaitent vieillir à domicile, eh bien, les politiques publiques de l'habitat ne prennent pas en compte le vieillissement à domicile. En tout cas, si elles le font, elles ne le font que de manière très embryonnaire. Par exemple, le dispositif MaPrimeAdapt', qui a été lancé en janvier 2024, eh bien, il n'est prévu que pour adapter 680 000 logements en 10 ans. C'est bien en deçà des besoins qui sont estimés à près de 2 millions. Donc il faut vraiment, j'ai envie de dire, excusez-moi la familiarité, mais vraiment passer à la vitesse supérieure. Des initiatives sont prises, mais elles ne sont pas au niveau attendu. Les premiers retours, en particulier sur ce dispositif, qui ont été collectés par l'UNCAS, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, elles font état de difficultés pour les personnes qui bénéficient de ce dispositif, difficultés à consentir des avances de trésorerie. Donc c'est aussi à revoir, un système, en tout cas un accompagnement à revoir. Pour combler ces retards, les dispositifs d'habitat intermédiaire se sont multipliés à l'échelle locale, ces dispositifs qui sont soutenus encore une fois par l'échelon des collectivités que sont les communes ou les intercommunalités. Je veux vous citer 2 exemples, je ne veux pas être trop long, mais pour vous dire aussi comment nous avons travaillé sur ce rapport en nous appuyant sur des exemples concrets. Mon collègue qui est co-rapporteur, on va dire, avec moi, qui est sénateur du Gard, nous a présenté un label maison en partage qui vient en soutien de certaines initiatives qui sont portées par les municipalités. Le département accompagne ces initiatives. Ce sont des expériences d'habitat intermédiaire qui peuvent prendre des formes très diverses. C'est le béguinage, c'est aussi les habitats dits inclusifs. Tout cela, voilà, de collectivités qui prennent ces initiatives, qui accompagnent ces initiatives quand on parle de l'échelon départemental, mais l'évaluation de leur efficacité reste encore insuffisant, on pourrait dire. Donc nous avons proposé dans notre rapport d'aller au-delà, que ces initiatives soient identifiées, reconnues, et puis qu'on en dresse un bilan pour pouvoir, encore une fois, peut-être multiplier ces initiatives. Je ne reviendrai pas sur, si on parle du Parlement et des lois existantes, il y a eu la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Effectivement, pas y revenir parce que ASV. là j'ai peur qu'on soit là, beaucoup on va trop long. aller plus rapidement. Une loi plus récente, mais c'est pour vous parler quand même du travail des parlementaires, qui est celle du bien vieillir et qui est récente. Elle date d'avril 2024. Il y a eu des propositions concrètes aussi qui ont été faites, mais insuffisantes au regard des besoins exprimés et des besoins qui sont face à nous. On dit le mur du vieillissement, le mur démographique, il est devant nous. On ne peut plus aujourd'hui se dire on a un peu de temps. Le constat, il est dressé par tous. De nombreux rapports ont été commis, comme on dit factuellement, mais il y a nécessité d'agir, de donner les moyens, parce qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas là. Et si on revient rapidement sur un autre exemple, parce que je veux citer mon département, qui est celui du Calvados, avec des moyens qui ont été mis et proposés pour des communes rurales, la commune de Trévières, elle est bénéficiaire du programme Petite Ville de demain. Donc on est dans une approche aussi globale et transversale. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des problématiques concernant le vieillissement de la population. Il faut que ça forme un tout. Il faut qu'on puisse aussi s'appuyer sur des organisations, et je pense en particulier
le label Ville Amie des aînés qui accompagne nos collectivités qui s'engagent dans ce domaine. Voilà, rapidement, mais vraiment très très rapidement, pour parler de notre rapport, on a formulé 11 propositions très concrètes, parce qu'il nous semble que c'est aussi comme ça que l'on pourra avancer, avec, pour conclure, revenir sur ce besoin de moyens, de financement. Aujourd'hui, ils sont insuffisants. La 5e branche, qui est la branche autonomie, a été créée dans le cadre du budget de la sécurité sociale pour donner des moyens à cette question, on va dire, de l'autonomie, mais budget après budget, les moyens sont insuffisants. Et ce que nous attendons depuis longtemps maintenant, depuis plus de 5 ans, cette loi, elle a été annoncée, c'est une loi de programmation pluriannuelle pour que tous et toutes puissent s'engager sur véritablement moi je dis c'est un phénomène de société, mais je ne sais pas si le terme convient, le vieillissement de la population, on y sera tous un jour confrontés. Et je nous souhaite tous un jour d'avoir 75 ans, 80 ans et plus. Et alors on doit se projeter, mais ce n'est pas après-demain, c'est à peine demain. On doit se projeter à cette évolution de la population et nous devons, en responsabilité et collectivement, les parlementaires notamment, mais pas seulement, les gouvernements successifs qui avaient fait des annonces et encore récemment, eh bien, donner les moyens pour qu'on ait véritablement un accompagnement et pas forcément une prise en charge dans la... comment dire nos aînés, on les appelle comme ça, les aînés. Encore une fois, nous y serons tous un jour. Mais ils ont encore un rôle, et ils gardent un rôle très important dans la société. Alors, il ne suffit pas de dire qu'à 70 ou 75 ans, ils ont atteint un certain âge. Alors, on va moins s'en occuper, on va les mettre de côté. Vous avez évoqué tout à l'heure, j'entendais, la question des EHPAD, qui est pour moi la solution ultime quand on ne peut plus rester à domicile, quand il y a nécessité d'une prise en charge médicale importante. Mais entre le domicile dans lequel on a vécu pendant 20 ans, 30 ans et l'EHPAD, il y a des solutions qui peuvent être initiées, qui le sont dans certains de nos territoires, mais qu'il faudrait pouvoir offrir plus largement avec des moyens nécessaires. Merci, merci Corinne. Je renvoie à votre... Oui, vous pouvez applaudir. Je renvoie à votre rapport, mais qu'on enverra, qu'on vous enverra tous par mail dans nos documents dans la semaine, parce que vraiment, c'est vrai que ça fait longtemps que le Sénat n'avait pas travaillé avec une telle précision, une telle exhaustivité sur ce sujet-là, sur ce sujet majeur du rôle des communes et des intercommunalités face au vieillissement. Et du coup, la transition est toute faite avec la présence parmi nous de Luc Carvounas, que je vais inviter à nous rejoindre, pas seulement parce qu'il est maire d'Alfortville, ancien député, ancien sénateur, mais parce qu'il est le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Il sort de son propre congrès, peut-être un certain nombre d'entre vous, j'imagine, y étaient, puisqu'il y a pas mal de CCAS dans la salle. Et Luc a fait un congrès à Chambéry, jeudi et vendredi, je crois, où il a reçu notamment Catherine Vautrin. Et j'appelle en même temps Olivier Richefou, qui est non seulement le président du conseil départemental de la Mayenne, mais aussi le responsable de toutes ces questions de grand âge à l'Assemblée des départements de France. 2 interlocuteurs qui, alors, eux, viennent à nos assises des EHPAD, à nos assises du domicile, à nos assises maintenant de l'habitat des seniors, puisqu'ils ont une vision à 360 de ces sujets. Luc, on vient d'évoquer, Corinne l'a fait, dans un rapport que tu connais, sur le rôle des communes et des intercommunalités dans le défi du vieillissement, bien au-delà de la question de la perte d'autonomie. Donc, peut-être les quelques messages que tu veux passer à la salle autour de ces questions. Merci déjà, Luc, pour ton invitation. Je vais être très bref parce que le temps imparti nous oblige d'être bref. Tout ce que j'ai entendu ce matin, au niveau du bloc communal, nous le vivons. Ce matin, il y a eu différentes interventions selon différents secteurs. Mais nous, au niveau du bloc communal, les maires, présidents de CCS, nous devons traiter tous les segments. Et je le dis souvent, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans le rapport de Madame la sénatrice, au niveau du bloc communal, cela fait maintenant des années qu'on parle de la transition écologique, ce qui est normal, de la transition numérique et maintenant de l'intelligence artificielle dans les services publics, ce qui est normal,
mais on parle peu de la transition démographique qui est, ça a été dit toute la matinée, ce vers quoi nous tendons, confère ce que nous dit l'INSEE. Alors au niveau du bloc communal, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce que j'ai entendu ce matin avec des résidences autonomes. Les CCAS gèrent 60% des résidences autonomes existantes en France, 10% des EHPAD publics, et en même temps, selon la région où nous nous trouvons, l'attractivité de la résidence autonome n'est pas la même. C'est un constat qui est en tous les cas extrêmement reconnu en Île-de-France et en région parisienne, où on a des difficultés, comme on dit communément, à remplir nos résidences autonomes. Bon. Donc il y a quelques disparités entre les régions qu'il faut aussi souligner. Après, ça a été rappelé ce matin là aussi, la majorité de nos concitoyens veulent vivre chez eux. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, sur ma prime Adapt, etc. Mais se pose la question aussi pour nous les maires des aidants. Comment on fait l'aide à domicile? Comment on accompagne les salariés aidants ou les autres? Et ça aussi, on toque à nos portes, et notamment aux portes des centres communaux d'action sociale. Et puis quand il y a la volonté politique, ça a été rappelé ce matin, c'est la mise en œuvre de résidences services seniors, qui est un peu le parent pauvre du secteur immobilier en France, même si ce secteur est lui aussi confronté à la crise que l'on reconnaît. Bon. Tout ça fait que j'entends tous les discours gouvernementaux successifs, mais pour les personnes qui sont présentes dans la salle, qui tient le stylo pour signer un permis de construire, quel que soit le permis de construire? C'est le maire. Et donc, il faut travailler dans l'écosystème qui est présent dans cette salle pour pouvoir justement avancer sur les questions de transition démographique. Moi, il se trouve, c'est le hasard, hein, je suis le président d'une coop HLM, Logial, qui est une filiale du groupe Arcade Vive. Là, il y a collusion, il y a conflit d'intérêts. Mais moi, je suis très heureux de pouvoir travailler avec Patrice pour mettre en œuvre justement des logements avec le label Logement Santé. Parce que là aussi, ça correspond à de nouvelles propositions qui sont attendues. Et puis, il y a aussi d'autres nouveaux produits, comme on dit. Le co-living des seniors, j'en ai chez moi, j'ai poussé à ce que cela existe. Mais il y a aussi les, on va dire, contraintes administratives. Vous savez, j'ai entendu Valérie Létard qui veut accélérer la production de logements. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis lancé sur des terrains SNCF, 25 000 m², sur l'idée un peu folle d'être peut-être le premier quartier intergénérationnel en France, 350 logements, 250 pour les seniors, 100 accès à la propriété, des services, piscines, crèches, etc., commerce, etc. etc. Bon. J'ai commencé à en parler de ce projet en 2014. Avec tout ce qui nous est tombé dessus, évidemment la Covid, mais pas que, des rapports un peu durs de la MRAE, le projet sortira de terre dans les meilleurs des cas en 2028. C'est la réalité aussi des maires. Et notre réalité, et moi je le dis quand je défends la densité harmonieuse, si un maire ne construit plus le logement, y compris évidemment les logements adaptés pour une population qui vieillit, eh bien c'est une ville qui voit ses familles partir, ses commerces fermés, ses écoles fermées, c'est la paupérisation d'une collectivité. Et donc il faut savoir assumer cela. En assumant des maires bâtisseurs, qu'est-ce qui se passe? Qui répond aussi à une de nos contraintes sur le vieillissement. C'est l'attractivité de métiers médicaux, sans avoir à chercher finalement. Les gens viennent naturellement. Et donc, et je conclus par là, ce que nous construisons au niveau du bloc communal, c'est déjà la société du bien vieillir. Mais comme tu l'as rappelé, la problématique, c'est que le président de la République avait dès 2019 annoncé une grande loi de programmation pour le bien vieillir, puis repris en 2023 par Elisabeth Borne et abandonné par tous les premiers ministres successifs. À un moment donné, je veux bien que l'on transfère vers le bloc communal toutes les compétences régaliennes. Ça a été le cas sur le logement, sur la sécurité publique, maintenant sur la santé, période post-Covid, on a bien compris l'utilité des centres municipaux de santé, là aussi gérés par les CCAS, mais on ne pourra pas non plus répondre à tous ces sujets qui sont d'une importance capitale. Il faut un État stratège qui nous accompagne à notre niveau national, à notre niveau local. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ben, en tout cas, à défaut d'État stratège, on a des maires stratèges et des maires qui prennent de plus en plus d'importance. Le rapport de Corinne Ferré l'a rappelé, autour de la question du vieillissement. Mais l'acteur historique du vieillissement, c'était le département. Et c'est toujours le département. C'est le département qui autorise la résidence autonomie, c'est le département qui autorise les EHPAD, mais ce n'est pas forcément notre sujet d'aujourd'hui. C'est le département qui finance et développe l'habitat inclusif. Donc, comment, Olivier, les départements voient désormais
ce champ du vieillissement s'élargir au bloc communal? Comment cette articulation entre département d'un côté et commune et bloc communal de l'autre se fait? C'est un Oh là, le micro est réglé Une fort. voix qui porte. J'ai l'impression. C'était pour juste vous réveiller avant l'heure du déjeuner. Non, plus sérieusement, c'est un sujet essentiel, cette coordination. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui, avec tout le développement de ces nouvelles offres, eh bien des acteurs nouveaux arrivés sur le marché, quelquefois issus de la promotion immobilière, et avec un marché un peu dérégulé. Et moi, je pense toujours à l'usager. Comment l'usager a-t-il connaissance de l'offre qui existe sur un territoire pour, notamment quand il s'agit du conjoint ou des enfants, trouver la solution d'hébergement nouveau pour son ancien? Eh bien, une des réponses possibles, c'est la mise en place du service public départemental de l'autonomie, qui, à titre expérimental, a été développé par 18 départements et généralisé sur le principe depuis le 1er janvier, parce qu'aujourd'hui, il nous faut connaître sur les territoires l'ensemble de l'offre qui existe. C'est impossible aujourd'hui de la connaître. Je vous laisse expérimenter dans vos territoires. Moi-même, dans mon département, la Mayenne, on a du mal, et je parle sous le contrôle de mes 2 élus en charge de ce dossier qui sont ici avec moi. Si vous me demandez à un instant T quelle est l'offre qui existe dans le département d'habitat intermédiaire, je ne le connais pas. Parce que, comme tu l'as dit, Luc, c'est les maires qui délivrent des permis. Et puis, on voit des projets, quelquefois sauvages aussi, se monter. Des gens qui ont des grandes maisons, qui s'amusent à les diviser pour commencer à héberger des personnes âgées sans forcément faire de déclaration correspondante. Et donc, on a un problème de coordination. Et donc, il nous faut réfléchir sur, sans mettre des règles trop contraignantes, parce qu'il faut laisser l'initiative privée se développer, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de coordination. Et la coordination, c'est avec les communes, avec les maires, naturellement, qu'elle doit se mettre en place. Et moi, je crois beaucoup à ce service public départemental de l'autonomie qui doit permettre de regrouper tous les acteurs pour connaître l'offre. Je vous donne un exemple. Parce que quand quelqu'un doit être hospitalisé, une personne âgée, et doit sortir à un moment donné de l'hôpital, quel est le réflexe qu'a tout le monde? On doit aller sur ce logiciel qui s'appelle Via Trajectoire pour regarder quelles sont les offres. Sauf que sur Via Trajectoire, vous n'avez pas tous les acteurs. Vous avez bien sûr les EHPAD, vous avez les résidences autonomie, mais vous n'avez pas les résidences services seniors, vous n'avez pas des offres comme les habitats intermédiaires. Donc voilà, donc le SPDA doit permettre de répondre, à mon avis, à ce besoin de coordination. Et moi, je n'ai pas de doute sur le fait que, d'abord, dans les conseils départementaux, c'est souvent des maires ou des anciens maires, et on a cette culture de travailler ensemble. Donc je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, croyons à l'avenir du SPDA pour tenter d'avoir cette visualisation globale de l'offre. Luc, un mot sur la relation avec les bailleurs sociaux. Tu l'as dit tout à l'heure, tu en as un qui est juste ici, mais de manière générale, comment sens-tu alors à Alfortville, mais au-delà, la demande des habitants rester chez soi, avoir d'autres types d'habitats? Est-ce que tu sens qu'il y a une génération qui arrive et dont les demandes sont un petit peu différentes? Alors déjà, nos anciens, quand ils ont construit dans les années 60-70 les immeubles, les logements sociaux que l'on gère aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément en tête qu'au moins 1 sur 4 allait être encore dans le logement au moment où on se parle. Et la réalité, c'est que l'urbanisme de l'époque ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on a dans nos territoires, pour accéder ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée de son immeuble, à devoir déjà commencer à monter des escaliers. Et donc, moi, j'ai commencé à discuter de cela avec Valérie Létard il y a un petit mois de cela. On a eu le temps d'échanger, on se connaissait de l'époque du Sénat, donc ça facilite les choses. Et je lui ai posé ce genre de problématique très pragmatique, et elle a très bien reçu le message, et elle souhaite travailler à cela, pas forcément dans le cadre de l'ANRU. L'ANRU participe évidemment beaucoup à corriger ce genre de sujet, mais ça ne peut pas être que cela. Et les bailleurs aujourd'hui sont très volontaires d'une manière générale, parce qu'ils veulent adapter leur patrimoine à la réalité de tout ce que l'on échange depuis ce matin, au vieillissement de la population.
Nous avons aussi des services, dans le cadre, pardon de faire la pub du groupe Arcade Vive, mais on a mis en place un dispositif pour tous nos locataires qui est une ligne H24 pour tout problème de santé mentale ou médicale. Donc ça aussi, ça a du sens de donner du lien avec nos locataires avant de basculer. Mais je veux aussi revenir sur ce que disait, pardon, je fais une digression, ce que disait Corinne, entre qu'est-ce qui se passe entre le logement où on a vécu quasiment toute sa vie et l'EHPAD. Bon, il y a tous les sujets qu'on a pu souligner, mais il faudra aussi qu'à un moment donné, on se pose la question du statut de nos EHPAD aujourd'hui. La moitié à peu près des résidents dans les EHPAD ont une moyenne d'âge de 88 ans. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne? Est-ce que c'est un hôpital gérontologique? Quel statut? Et toutes ces c'est pour ça que je vous dis qu'à ce niveau-là de réflexion, ça ne peut pas être autrement qu'au niveau gouvernemental. Et donc, les bailleurs, comme tous les acteurs, de toutes les façons, sont confrontés à une réalité de résultats. On a une obligation de résultats, sans quoi on va être en décalage. Et je connais beaucoup de bailleurs qui, notamment, mettent en place des plans pluriannuels d'investissement, soit pour changer les ascenseurs, qui tombent parfois parce qu'ils sont vieux en panne, soit pour quasiment en mettre, pour rendre les immeubles accessibles. Donc c'est un très long travail à mettre en place, mais il faut que cela se fasse. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Et dernière question, Olivier. Dans les départements, tu le disais, il y a ce qui relève de l'autorisation des départements, mais pas. Est-ce que vous êtes en train à l'ADF d'essayer de conceptualiser cette espèce de rôle d'ensemblier pour que vous puissiez au moins planifier l'offre sur un département, y compris des établissements que vous n'autorisez pas vous-même? C'est bien sûr ce travail qui doit être fait au niveau des départements, mais pour nous au niveau des bassins de vie. Au niveau des bassins de vie, c'est-à-dire souvent des intercommunalités. Bon, le cas de la région parisienne est forcément toujours un peu à part, mais il faut absolument que sur un territoire, tous les acteurs puissent se rencontrer, puissent se connaître, y compris avec le domaine de la santé, parce que c'est un sujet essentiel, donc avec les CPTS, avec toutes les CLS quand ils existent, etc. Et il faut vraiment que dans chaque territoire, on arrive à avoir une feuille de route. Alors, pas un plan, moi j'aime pas trop cette notion de plan qui serait contraignant, mais au moins une vision partagée en fonction de la démographie de chaque territoire. Nous, dans nos territoires ruraux comme la Mayenne, la démographie n'est pas la même quand on est sur la Val Agglomération qui a une dynamique ou quand on est dans des territoires très ruraux. Et donc il faut que par territoire, on ait cette projection du besoin, de l'offre nécessaire pour répondre à l'attente de la population et qu'on puisse se dire, ben voilà, on a besoin entre 200 et 250 places d'EHPAD, on a besoin de tant de places de résidence autonomie, on a besoin de tant de places comme ça en grande maille en termes de résidence partagée, d'habitat partagé, et que l'ensemble des acteurs puissent définir avec les élus, bien évidemment, avec les maires, avec les présidents d'intercommunalité, le besoin dans chaque territoire, tout ça coordonné par l'échelon départemental qui effectivement doit être l'assemblier, mais il faut garder cette relation indispensable avec les élus locaux. Donc c'est cette orientation-là que porte effectivement l'ADF, c'est de faire en sorte de faire ce travail par territoire, par bassin de vie, parce qu'il est important pour les personnes âgées de rester le plus longtemps possible auprès de ceux qui les aident, et donc de rester dans les bassins de vie, autour des commerces, autour de tout ce qu'on a évoqué tout au long de cette matinée. Merci à vous tous, merci à vous toutes.